J'ai regretté qu'Emmanuel Macron ne demande pas un cessez-le-feu. Et à un moment donné, on parle de vie humaine, ok ? Je veux bien qu'on nous explique que la gauche est dangereuse, que la gauche est laxiste, etc. Mais le danger, c'est pas ça. Le danger, c'est ce qui se déroule sous nos yeux. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Marine Le Pen se nourrit du malheur des autres. Salut à toutes et à tous, nous sommes sur le Média et nous sommes à quelques jours du 20 octobre, date à laquelle nous serons aussi diffusés à la télévision, en plus des plateformes que vous connaissez déjà. Ce sera notre saison 7 et pour qu'elle soit belle, pour que nos programmes soient à la hauteur de l'enjeu, nous avons besoin de vous qui nous aimez pour les financer sur notre page KissKissBankBank. Vous vous préparez à regarder le 3e épisode de Sans langue de Goua, la chronique politique de Françoise Degois, une chronique hebdomadaire de décryptage politique qui entend aller plus loin que la seule énumération des faits d'actualité. Dans sa conception, Sans langue de Goua se donnait pour objectif de décortiquer l'actualité française. Mais ce 7 octobre, le monde a basculé, notre France aussi. Nous allons évoquer à nouveau l'actualité du conflit Israël-Palestine, au sujet duquel Françoise s'exprime sans langue de bois, quitte à créer quelques crispations au sein de notre audience. Mais c'est aussi ça, le pluralisme, la diversité et la confrontation des points de vue nécessaires, surtout quand les camps s'arc-boutent, et c'est inévitable dans ces temps qui tangent sur leur certitude et sur leur colère. Mais il sera également question de l'assassinat cruel de Dominique Bernard, un enseignant à Arras, perpétré par un jeune homme au profil manifestement djihadiste. Un crime odieux, presque 3 ans jour pour jour, après celui qui a coûté la vie à Samuel Paty. Un acte qui intervient dans une France déjà déchirée, où le Rassemblement national souffle inlassablement sur les braises et dans un monde où la paix est une valeur démonétisée. Salut Françoise. Salut Théophile. On commence par un deuil français qui surgit au milieu du fracas des armes au Proche-Orient, l'assassinat de Dominique Bernard, professeur de français à Arras, par un jeune de 20 ans, Mohamed Mougouchkov, originaire de Russie, et dont le profil indique la piste de l'attentat djihadiste. On regarde un petit magnéto. Il s'appelait Dominique Bernard. Il avait 57 ans. Père de 3 filles et marié à une enseignante d'anglais. Lui était agrégé de lettres modernes, professeur de français au lycée Gambetta à Arras. Il était vraiment toujours là pour nous, toujours souriant. C'était déjà un héros pour moi, mais là, ça allait encore plus en fait. Mohamed Magouchkov a 20 ans. Il est né en 2003 en Russie, arrivé en France à l'âge de 6 ans. Depuis quelques années, il tentait d'obtenir le statut de réfugié, en vain. Sa demande d'asile a été rejetée en 2022. Mais il ne pouvait être expulsé et poursuivait ses études en France. Il y a 2 ans encore, il était lycéen dans le groupe scolaire Gambetta. Mohamed Magouchkov était fiché S pour radicalisation depuis le 2 octobre dernier et même suivi activement par la DGSI, placé sur écoute, suivi par des agents. Il a même été contrôlé hier. Forcément, l'émotion saisit la nation 3 ans, quasiment jour pour jour, après l'assassinat de Samuel Paty. Oui, c'est un drame, ça nous rend inconsolables. On pensait que Samuel Paty, vous vous souvenez du choc, il y a 3 ans, nous étions pétrifiés au sens premier du terme. Le sang était glacé et le sang est à nouveau glacé. Moi, je pense à ce professeur, parce que moi, j'ai envie de l'appeler professeur Courage. Je ne sais pas si vous avez lu, bien sûr, comme moi, les témoignages. On sent bien que cet homme, il a voulu sauver aussi ses élèves jusqu'au bout. On sent qu'il est déjà poignardé à plusieurs reprises. On sent qu'il négocie avec son meurtrier pour que ses élèves aient du temps, pour que ses élèves puissent partir se cacher. Il leur dit « partez, partez », il meurt. Il y a quelque chose qui m'a profondément bouleversée, même encore maintenant, parce que, voilà, c'est un temple sacré, l'éducation nationale. J'ai toujours envie de dire l'éducation, encore l'éducation, toujours l'éducation. Et là, finalement, cet assassinat vient se fracasser sur notre idéal républicain, qui est une école. Alors, je sais qu'il est de bon ton de parler de tout ce qui va mal à l'école, mais il y a des choses qui vont bien aussi à l'école. Et je dois dire que j'entends l'émotion de tous les groupes politiques, mais je ne peux pas m'empêcher d'être assez sévère, notamment avec des groupes politiques, y compris la majorité, qui, pendant le Covid, n'ont eu de cesse de traiter les enseignants de
fainéants, par exemple, qui n'ont de cesse de critiquer le fonctionnement de l'éducation nationale lorsque les profs se mettent en grève. J'entends le énième discours larmoyant. Je suis assez sévère hein, parce que j'en ai marre de ces mots enchaînés les uns aux autres. J'entends ce que dit Gabriel Attal. Il ne peut pas tout faire, mais la réalité, c'est que ce gouvernement fait comme s'il ne gouvernait pas depuis 6 ans ou 6 ans et demi. Donc, j'entends toute cette émotion. Je ne fais pas partie des gens qui vont taper à bras raccourcis sur les services de renseignement en disant « Oh là là, il était fiché S », ça m'intéresse absolument pas. Personne ne peut prévoir un tel passage à l'acte. Personne ne peut dire quel est le déclencheur. Est-ce que c'est le Proche-Orient? Est-ce que, de toute façon, il aurait frappé à un moment donné ou à un autre? On peut quand même penser que c'est l'anniversaire de la mort de Samuel Paty. Je pense qu'il y a probablement un anniversaire, une piste tchétchène pure, mais qu'on connaît déjà. Les attentats à Boston étaient aussi signés des terroristes tchétchènes. Mais je veux dire par là que, voilà, cette émotion nationale ne doit pas nous faire raconter n'importe quoi. Et tout amalgamer, le Hamas égale ce jeune homme, égale la France qui devient un coupe-gorge. Je refuse de partir dans cette logique-là. Mais j'ai une pensée pour ce professeur, ça me noue vraiment le cœur, parce que moi, je viens d'une famille où tout le monde est prof, en fait. Hein, ça va de l'instituteur au prof de grandes écoles. Et je sais, contrairement à toutes les horreurs parfois que j'entends, y compris du groupe Renaissance, y compris de la majorité Macron, à quel point c'est dur d'être enseignant. Et voilà. C'est dur d'être enseignant parce que finalement, les enseignants sont, avec les hospitaliers, ceux qui doivent ressouder le lien avec peu de moyens. Moi, ce qui me touche, c'est que j'ai lu que Dominique Bernard fait partie de la famille d'un journaliste qu'on a peut-être oublié, Henri Tinck, qui était le spécialiste des questions religieuses au monde, une figure aussi de l'ouverture et de l'ouverture aux autres religions et du catholicisme social. Et bon, quelque part, c'est dans cette matrice que cet enseignant a grandi. Comme Samuel Paty, l'ouverture. C'est un peu, disons, cette matrice-là qui est mise à mal. C'est combien resteront finalement ceux qui sont attachés à un idéal républicain et à l'ouverture vers les autres face à ces coups qui sont donnés à chaque fois à notre idéal commun. Alors, dans un tel contexte, les interrogations fusent, la colère gronde et Marine Le Pen n'a pas attendu le moindre délai de décence pour réclamer la démission de Gérald Darmanin. No comment. Vous avez vu comment je lève les yeux au ciel, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? De réclamer la démission de Gérald Darmanin. Vous savez, Marine Le Pen, il y a quelque chose d'accablant chez elle, pour elle. C'est-à-dire que on voit bien, depuis tant et tant d'années, le Front National, le Rassemblement National, le Front National avant, le Rassemblement National maintenant, vitupérer, donner des réponses simples à des questions complexes, etc. Pour le moment, ça marche jamais. C'est pas ça qui l'a fait accéder à l'Élysée. Et je pense que cette fois-ci, malgré tout ce qu'on nous prédit, elle se rapproche, oui, elle se rapproche, mais elle n'y est pas encore. Vous savez, franchir la dernière marche, c'est compliqué hein, en France. C'est aussi la qualité du scrutin majoritaire, c'est que la dernière marche, hein, elle est très difficile parce qu'il faut embarquer la majorité de la société française. Et bien sûr que la majorité de la société française ne peut pas se reconnaître dans cette forme d'aboiement vain et stérile. C'est stérile, en fait, le Rassemblement national. C'est la stérilité incarnée, je le dis vraiment. Qu'est-ce qu'il y a? On demande la démission de Gérald Darmanin, on met un policier à chaque... Marine Le Pen se nourrit du malheur des autres et l'extrême droite est stérile. On va y venir tout à l'heure, mais regardez les exemples que nous avons et qui sont sous nos yeux sur la question ô combien cruciale de la question migratoire. Regardez l'extrême droite de Giorgia Meloni. C'est un échec flagrant. C'est-à-dire que Giorgia Meloni, je connais bien, je vis entre Paris et Rome, donc je sais très bien comment elle a accédé au pouvoir. En beuglant, en vitupérant, en annonçant, vous allez voir ce que vous allez voir quand je serai au pouvoir, vous allez voir, on n'a rien vu du tout. La question de Lampedusa ne peut pas se régler avec des coups de menton. Et le deuxième exemple que nous avons, le choix du tout sécuritaire. Vous savez, moi j'ai connu Israël avec un parti travailliste très fort, et avec un Likoud qui était moins fort, mais avec des forces politiques qui s'équilibraient. Eh bien, nous n'étions pas dans ces drames absolus. Regardez où mène la politique d'extrême droite absolue,
plus idiote et totalement nulle en réalité de Benyamin Netanyahou, et qui sera d'ailleurs balayé par cette crise comme d'autres avant lui ont été balayés. Mais il ne s'accrochera pas, c'est déjà terminé, il le sait très bien. Donc, il y a aussi l'exemple des États-Unis, de Donald Trump. Donc, Il y a quelque chose qu'il faut bien comprendre, et j'espère que les gens auront les yeux très ouverts sur ce qu'est l'extrême droite, ce qu'elle utilise, qu'elle instrumente, la mort d'un professeur, Gérald Darmanin. Est-ce que Gérald Darmanin pouvait, c'est pas mon genre de défendre Gérald Darmanin, mais est-ce qu'à un moment donné, un pouvoir quelconque peut capter qu'il va y avoir un passage à l'acte? En plus, quand on voit que les services de renseignement ont très bien fait leur travail. Mais ils peuvent pas tout contrecarrer. Mais écoutez, il y a plusieurs attentats qui ont été déjoués. Ne comptez pas sur moi pour crier avec les loups, surtout quand les loups s'appellent Marine Le Pen. Alors, le RN est de manière générale en freestyle. Vendredi dernier, le député Laurent Jacobelli s'en est pris à un de ses collègues issus du groupe Renaissance d'origine maghrébine, Belkir Belhaddad, en l'assimilant tout simplement au Hamas. On regarde un extrait. Ça va bien, Madame Leduc? Ça va bien, Madame Leduc? Très bien. Le Hamas va bien. Alors, Françoise, tu tenais à commenter cette sortie ahurissante. Je trouve... voilà, je la commande, cette sortie, parce qu'elle est, comment dirais-je, symbolique de toute la stratégie politique d'accession au pouvoir du Rassemblement national. C'est-à-dire qu'on accuse toujours la gauche avec cette expression « pas d'amalgame ». Mais oui, bien sûr, pas d'amalgame. Mais bien sûr, pas d'amalgame. C'est aussi débilitant de penser que vous allez avoir un électorat qui va voter pour vous parce que vous ne reconnaissez pas, comment dirais-je, le Hamas comme une organisation terroristes. C'est aussi débilitant d'essentialiser les musulmans de France que de les essentialiser dans ce sens-là. Vous imaginez quand même ce député, il est élu de la République. Écoutez ce dialogue délirant avec Laurent Jacobelli. Mais on est où ? Comprenez ce que je veux dire? On est où? Et ça, c'est dangereux. Ça, moi, je veux bien qu'on nous explique que la gauche est dangereuse, que la gauche est laxiste, etc. Mais le danger, c'est pas ça. Le danger, c'est ce qui se déroule sous nos yeux. C'est-à-dire que ce discours permanent, musulman égale Hamas, dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs, musulman égale terroriste, la France est devenue un coupe-gorge. Ce discours, il rentre dans la tête des gens. Vous avez des gens qui vivent dans des lieux en France où finalement, la plupart des musulmans qui sont là sont intégrés, qui commencent à ressentir la peur. Donc c'est ça, notre devoir, c'est de le casser. Moi, je m'en fous qu'on me traite de bisounours. Hein. J'en ai rien à fiche qu'on me dise, oui, vous, les illusions de la gauche. Mais bien sûr, non, la gauche, elle regarde les choses telles qu'elles sont. Il faut regarder les choses dans les yeux, il faut continuer sur le chemin de l'humanisme, et absolument pas, je ne fais pas de procès, moi, je ne vois pas des islamophobes partout, pas plus que je ne vois, comment dirais-je, que je ne vois des fascistes partout. Hein. C'est pas ça le sujet. Je dis juste que nous avons une communauté nationale et nous ne pouvons pas accepter, et on devrait tous se lever pour dire, tous les groupes, tous les bancs de l'Assemblée nationale devraient se lever, la droite, évidemment la gauche le fera, mais les centristes, Horizon, le parti d'Emmanuel Macron, nous devrions tous nous lever pour dire, nous ne voulons pas de ça. Notre communauté nationale, elle est unie dans sa diversité. Voilà. Et puis surtout, le plus important, c'est que quand on appelle la guerre civile, elle vient, et l'extrême droite, c'est un tambour battant qui appelle la guerre civile sur notre pays, qui essaye de jouer la déchirure, et chaque jour qui nous rapproche d'une incommunicabilité entre les Français, c'est un jour qui, selon elle, la rapproche du pouvoir. Et oui, alors, ça, c'est quelque chose qui est important à combattre, juste parce qu'on veut préserver notre mode de vie. Oui, mais alors, Théophile, moi, je suis d'accord avec ce que vous dites, mais je n'ai pas votre vision un peu apocalyptique. Vous savez, je vois bien toute la... Enfin, apocalyptique, je ne veux pas du tout vous contrecarrer. Je sais que vous n'êtes pas apocalyptique, mais... mieux vaut être apocalyptique pour éviter le pire. Moi, je suis comment dirais-je, je suis d'un naturel extrêmement confiant sur, comment dirais-je, le fond de cette société française. Je pense que cette société française, elle est extraordinairement résiliente. Elle est profondément républicaine, et je ne crois pas, moi, que la société française, malgré le désir de certains, vous savez, on a eu Éric Zemmour pendant toute la présidentielle qui nous a expliqué que la France était en train de devenir le Liban. On a maintenant l'ensemble des éditorialistes de droite ou d'extrême droite, et toute la mouvance même de pensée, qu'ils soient élus ou pas, de droite et d'extrême droite, nous expliquer que nous sommes dans le choc de civilisation. Je ne crois pas à cela. Oui, mais les prophéties autoréalisatrices
Je suis ont d'accord pour avec vous, caractéristique c'est vrai. qu'elles appellent... Vous avez raison que les prophéties, mais je pense que la France... et d'ailleurs, c'est une erreur aussi, dans un autre sens et pour d'autres raisons, à mon avis, que commettent nos amis de la France insoumise. Je pense que la France n'est plus révolutionnaire. Elle est combative, elle a cette soif absolue d'égalité en permanence qui fait qu'on est capable de mettre des millions de gens dans la rue sur les retraites. Ça, c'est la force de la France. Et il ne faut pas imaginer que les autres pays ne nous l'envient pas. Moi, je vois les Italiens qui nous disent « Ah, quand même, les Français, qu'est-ce que vous êtes combatifs ». Mais dans un sens ou dans l'autre, la guerre civile, la France a donné déjà. Le déchirement d'une nation, elle connaît. Et je pense que la France s'est assagie dans le bon sens du terme. Il n'y aura pas plus de révolution pour mettre la tête d'Emmanuel Macron au bout d'une pique symboliquement, et c'est heureux qu'il n'y aura de guerre civile liée à la religion. Moi, je pense vraiment que les Français, vraiment, sont construits. Vraiment, l'ensemble de la société française est construite, avec toutes ses diversités d'ailleurs. Elle est construite, elle est forte, et elle résiste à ces coups de boutoir et à ces prophéties autoréalisatrices. Je ne crois pas une minute à la libanisation de la France, pas plus que je ne crois à une révolution française qui finirait dans la terreur. On évoque à présent le conflit israélo-palestinien avec la réplique israélienne suite aux attaques du Hamas datées du 7 octobre qui ont fait plus de 700 morts, majoritairement des civils, dont 19 franco-israéliens. Une contre-offensive qui, avant l'opération terrestre, a déjà fait un nombre très important de morts civiles, dont un grand nombre d'enfants. À Gaza, la catastrophe humanitaire est déjà là, comme l'indiquait à France 24 Jean-François Corti, médecin et vice-président de Médecins du Monde. On parle d'environ 2000 morts et de 7-8 000 blessés, dans un contexte où les hôpitaux ne peuvent pratiquement plus travailler. Il n'y a plus d'électricité, le fioul commence à manquer pour les groupes électrogènes, les stocks de médicaments s'amenuisent, l'accès à l'eau et à la nourriture est rendu très très difficile, donc ça veut dire que ces blessés, pour la plupart, vont mourir dans les jours qui viennent. Donc on est dans un contexte catastrophique, on fait de la médecine de guerre, du tri de malades, on prend les malades qui... pourront être sauvés avec un geste simple. La situation est catastrophique. Ce qu'il faut dire, c'est que la demande de déplacement d'1 million de personnes en 24 heures est totalement irréaliste parce qu'il n'y a pas les conditions requises pour ça. Pourquoi ? Il continue à y avoir des bombardements au nord et au sud, donc certaines personnes tentent de s'engager sur la route, mais doivent faire chemin arrière parce que c'est trop dangereux. La partie sud est déjà saturé en population, on est sur une bande ultra dense en termes de population, rien n'est prêt pour pouvoir recevoir 1 million de personnes, pas de tentes, pas d'eau, pas de nourriture, pas de dispositif de soins, donc on n'est pas prêt pour ça. Alors Françoise, on ne peut pas dire que la communauté internationale est unanime à condamner la nature de la riposte par un gouvernement qui veut sauver sa peau, celui de Benyamin Netanyahou. Oui, alors ce qui se passe à Gaza, là, La France en particulier n'est pas très audible. C'est ça, personne ne remet en cause, bien sûr, la légitime défense d'Israël après la souffrance et les massacres du 7 octobre. Personne ne remet en cause le droit d'Israël à se défendre. Personne ne remet en cause, et ça c'était ce magnifique discours de François Mitterrand à la Knesset, premier chef d'État français à s'exprimer devant la Knesset, le premier qui a dit l'irréductible droit de vie des Israéliens et, dans le même temps, le droit des Palestiniens à avoir un État. C'est François Mitterrand qui a ouvert cette voie, et moi je pense que c'est la bonne voie. Je pense que c'est vraiment la voie de la France. Alors, je mets beaucoup d'espoir sur l'Union européenne, qui doit demander d'une seule voix un cessez-le-feu. On aurait pu attendre ça d'Emmanuel Macron lors de son intervention, il ne l'a pas fait. J'ai regretté qu'Emmanuel Macron ne demande pas un cessez-le-feu. J'ai regretté qu'Emmanuel Macron ne demande pas plus fortement, alors que les États-Unis l'ont demandé et l'ONU, des corridors humanitaires, des couloirs humanitaires. On a des images de Gaza qui nous parviennent, qui sont insoutenables. Il n'y a plus de médicaments dans les hôpitaux, il n'y a plus d'essence pour faire, ou de diesel, pardon, pour faire tourner les groupes électrogènes. On a des maisons... Il faut bouger aussi d'une partie de Gaza à l'autre. Alors ça, c'est autre chose. Encore pire, j'écoutais le témoignage d'un Gazaoui qui disait c'est 8 heures d'attente pour un taxi. Donc, et puis on a les pays, le monde arabe qui ne joue pas le jeu. Je comprends l'Égypte, mais Al-Sisi est très cynique dans la façon qu'il a d'expliquer pourquoi il ferme. Il faut ouvrir Rafah. Alors, Rafah a été ouverte, le poste frontière entre l'Égypte au sud de Gaza et, comment dirais-je, et Gaza a été ouvert temporairement. J'entends bien que Al-Sisi ne veut pas que dans le convoi, si vous voulez, de réfugiés se glissent des gens du Hamas, parce qu'il a lui-même ses problèmes dans le Sinaï.
il y a un certain nombre de foyers islamistes dans le Sinaï. J'entends tout ça. Mais il y a un moment donné, on s'en fout de ça. Je veux dire, et à un moment donné, on parle de vie humaine, ok? Il y a des enfants, il y a des femmes, il y a des vieillards. On ne peut pas laisser les Gazaouis piégés, qui sont déjà piégés depuis 17 ans par un imbroglio, une tyrannie, comment dirais-je, du Hamas, piégés à l'intérieur, piégés à l'extérieur par les bombes israéliennes. C'est pas possible. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, nous, les Français, les Européens, on doit dire quelque chose. Mais le problème, Théophile, et on en parlait la semaine dernière, le problème, c'est que tout le monde s'est désengagé de cette question. Vous savez, les accords de tabac ont échoué en 2001, et on s'est dit, bon ben voilà, c'est fini, tout est gelé, on n'arrivera à rien. On a laissé tout à volo. On donne de l'argent, et ça c'est quand même bien, on donne des centaines de millions d'euros par an. On a failli arrêter. Hein. L'Union européenne a hésité. Oui, mais tout le monde est revenu quand même. Ça, c'était le fait, en plus de ça, d'un commissaire européen dont on connaît vraiment l'humanisme et l'ouverture de vie. Donc tout ça, c'est réglé, qu'on a failli arrêter. Seuls les faits comptent, on n'a pas arrêté. Mais la réalité, c'est que nous n'avons plus, je ne cesse de le dire, nous avons besoin d'une solution politique. L'Europe s'est totalement désengagée, s'en est lavé les mains. Et je constate que dans ce malheur-là, je vois quand même que les États-Unis, avec la doctrine Biden, qui n'est pas la doctrine Trump, il faut quand même le dire, je vois quand même que les États-Unis se réengagent diplomatiquement. Je ne parle pas des porte-avions qui arrivent. Je vois que la France et l'Europe se réengagent. Il faut que nous nous emparions. Comment on s'en empare? Pas qu'avec l'argent. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Vous savez, aussi puissant qu'a l'air d'être un grand feu, il finit toujours par s'éteindre. Il y a un moment donné, je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, il faudra parler du retour à la table des négociations. Il y a un moment donné, il faudra que nous, les Occidentaux, les Européens, on aide aussi une classe politique progressiste, parce que pour retourner à la table, il faut des gens qui négocient. Pour moi, on n'a personne. On ne va pas négocier avec Netanyahou, dont la nullité du gouvernement et des ministres n'est plus à démontrer, et ils seront de toute façon balayés par la Commission. C'est pas sûr, parce que quelque part, la guerre renforce les battes en guerre. Bien sûr que non. Là, ils seront balayés par la Commission parlementaire. Vous pensez qu'Israël, c'est un grand pays démocratique? Je sais bien que ça arrache les cheveux à certains de l'entendre, mais vous pensez que le débat en Israël, il est serein, que tout le monde ait le petit doigt sur la couture de Mais pour débattre, il faut sortir la guerre. Or, non, ça peut être une guerre éternelle. Ce que je veux dire par là, c'est que la société israélienne, elle fait corps, et c'est normal. Comme quand les attentats, il y a beaucoup de gens de droite qui ne pouvaient pas supporter François Hollande, qui ont fait corps autour de François Hollande. Mais la réalité, c'est que la question de Netanyahou, elle est quasiment réglée. La question est comment on aide, évidemment, avant la guerre, vous imaginez des millions de gens dans la rue pour contester. Donc, Netanyahou aura une commission d'enquête qui sera de toute façon terrible. Donc, vous savez, Golda Meir, hein, la mère de la nation israélienne, elle a quitté le pouvoir, elle a été obligée. Donc, les commissions d'enquête parlementaires en Israël, c'est pas comme chez nous. Vous voyez ce que je veux dire? On peut passer notre vie à donner des leçons de démocratie, mais Ariel Sharon a été obligé de quitter le pouvoir après la guerre du Liban, après une commission d'enquête parlementaire. Il arrivera la même chose à Netanyahou. Comment nous, Européens, nous aidons à émerger les progressistes, y compris au sein de l'autorité palestinienne, parce que c'est bien beau de dire oui, les fantoches, mais il y a des forces politiques aussi, il y a probablement des gens qui ont besoin d'émerger. Et comment est-ce qu'on parvient à faire ça? Avec probablement une transition entre guillemets, onusienne sur la bande de Gaza. Est-ce qu'il n'y a pas un enjeu finalement de politique interne européenne ou occidentale, entre guillemets, dans le règlement de cette crise israélo-palestinienne? Parce qu'on voit que les BRICS semblent jouer le jeu au cœur de la guerre en Ukraine, de se mettre plutôt côté palestinien, et le spectre, l'Occident contre les autres, c'est un spectre qui nous guette, et dans les moments comme celui-ci, si les Occidentaux se caractérisent par leur indifférence, leur cynisme, d'une certaine manière, on peut faire monter dans nos sociétés, dans les sociétés du pourtour méditerranéen, l'islamisme politique, parce que justement l'universalisme proclamé par les grandes démocraties ressemblerait du coup à une vaste hypocrisie. C'est intéressant ce que vous dites, parce que c'est les mots valises, hein, l'universalisme, je suis absolument d'accord avec vous, hein. Je pense qu'il y a un basculement du monde, oui, qui s'opère, et il faut, au lieu de résister, il vaut mieux l'accompagner. J'entends tout ce qui est dit. Je pense au Brésil. Lula, j'ai eu l'occasion de le rencontrer. C'est un personnage que j'aime beaucoup et que j'apprécie infiniment. Même au pire de la crise, j'ai toujours soutenu ce qu'était Lula et le loulisme. Il faut entendre, si vous n'avez pas envie d'entendre, et moi non plus vraiment, ce que dit la Chine ou Vladimir Poutine, il faut aussi entendre ce que dit Lula. Vous avez
maintenant dans le monde des pays qui considèrent qu'ils n'ont pas, qui émergent, qui sont même plus qu'émergents, qui sont des puissances économiques, je pense à la Chine, et qui considèrent que la forme d'hégémonie qui est issue de la Seconde Guerre mondiale, en réalité, est trop, on ne peut plus continuer comme ça. Regardez le Conseil de sécurité de l'ONU. Regardez qui siège au Conseil de sécurité de l'ONU. Il est bloqué. Vous avez évidemment les puissances qui ont gagné la guerre. En vérité, c'est ça. Grande-Bretagne, France, États-Unis, Chine et Russie. Voilà. Vous avez les puissances qui ont gagné la guerre. Ce Conseil de sécurité, il vient du XXe siècle. Ok. Est-ce que l'Allemagne et le Japon, c'est un peu... Voilà, ils ont fait pénitence, j'ai envie de dire. Ils ont fait pénitence. L'Allemagne, un peu moins le Japon peut-être, mais en tout cas l'Allemagne. Est-ce que l'Allemagne n'a pas le droit d'avoir un siège, droit de regard? Est-ce que le Brésil, je me souviens d'avoir été au Brésil avec Ségolène Royal et d'avoir plaidé et rencontré Lula et parlé de ce siège au Conseil de sécurité. Est-ce que... Pourquoi il y a l'Inde aussi. Non, mais pourquoi est-ce que l'Amérique latine n'a pas le droit de regard sur ce Conseil de sécurité, vous comprenez? Donc il y a une sorte Il y a l'Inde, l'Afrique qui sont totalement... Bien sûr, totalement à la ramasse. Alors on leur donne évidemment les lots de consommation, le Conseil des droits de l'homme, etc., etc. Mais ça n'a en fait aucun sens. Donc je vois bien cette poussée, mais bon, je serais les Palestiniens, je me méfierais quand même des amours d'un seul coup subis de Vladimir Poutine, subites de Vladimir Poutine pour la cause palestinienne. C'est le grand jeu mondial. Malheureusement, voilà, les Palestiniens sont toujours au oui, cœur mais c'est de ça ce le grand problème jeu. aussi des Palestiniens. Et où sont les partenaires fiables des Palestiniens aujourd'hui? Moi, mon sentiment quand même, c'est que les Palestiniens, l'Union européenne aujourd'hui, plus que quiconque, peut être vraiment un vecteur d'émergence d'un mouvement pour faire émerger des leaders de qualité, pour s'asseoir à nouveau à la table des négociations. On ne sortira de cet enfer que par la politique et par deux États. Et justement, on a l'impression que d'une certaine manière, la paix est une valeur démonétisée à notre époque. Moi, je suis né à la politique dans les années 90, au début, au moment où en fait nos générations étaient convaincues de la possibilité de sortir de la guerre froide et de créer un monde de paix. Alors peut-être que c'était un monde de bisounours, et peut-être que ça allait avec les fantasmes sur la fin de l'histoire, peut-être, mais la paix était symbolisée par des personnages comme Mandela, par Isaac Rabin, Arafat, les guerriers qui avaient décidé de sortir de la conflictualité. Aujourd'hui, il n'y a pas de figure comme ça. La paix est orpheline, elle est asséchée, elle a même l'air d'une sorte de passion infantile, la paix. Oui, c'est intéressant, ce que j'aime beaucoup comment vous en parlez, ça me touche, ça m'émeut beaucoup parce que la paix est considérée même comme une maladie infantile, vous le dites très bien, comme quelque chose d'obsolète, quasiment de folklorique. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas parler de paix sans être immédiatement taxé, oui, d'idéalisme, de manque de réalisme, etc. La paix, c'est quelque chose. La paix et la fraternité, c'est des vecteurs d'une puissance extrême. La paix, ça n'est pas un état passif. La paix indique un état actif, un état de dialogue jusqu'au bout pour rechercher un effort intellectuel, une compréhension de l'autre. C'est très puissant, la paix. C'est très puissant, la paix. C'est pas blablabla, la paix. Et c'est vrai que quelles sont les figures aujourd'hui qui peuvent incarner la paix? Il reste encore le Dalai Lama, mais c'est une paix quasiment religieuse. Il reste encore l'extraordinaire discours de François. Moi, je suis fan. François, il a plus fait, le pape François, il a plus fait pour les migrants en 2 jours à Marseille que l'ensemble des déclarations publiques. C'est très puissant. Mais, comment dirais-je, ce sont des élans religieux. La paix civile, la concorde civile que nous recherchons tous, qui est le fondement. Parce que, au fond, j'en ai marre aussi, je ne sais pas toi Théophile, mais moi j'en ai marre des discours, oui, les êtres humains sont méchants, les tendances, mais les êtres humains ne sont pas que ça. Est-ce que je suis rousseauiste? Oui, je pense que les êtres humains au point de départ ne sont pas comme ça. La paix, c'est l'état que recherchent naturellement au départ les êtres humains, donc ça veut dire que comment dirais-je, ce désir commun qu'ont tous les êtres humains et qui peut s'exprimer quand il y a des catastrophes naturelles, d'un seul coup, pourquoi est-ce que tout le monde se transforme? Dites-moi. Parce que c'est un ressort humain. Est-ce que la paix et la survie sont liées, peut-être? Non, je ne sais pas si la paix... Ah oui, peut-être que la paix et la survie sont liées, c'est une question philosophique absolument passionnante, mais moi, je suis d'accord avec vous sur le pacifisme, c'est devenu un mot cacaboudin. Voyez, parce qu'il a été aussi assez dévoyé, parce que... regardez, Jaurès en est mort.
Regardez, Jaurès est assassiné sur le pacifisme. Et Raoul Villain, son assassin, sera jugé des années plus tard. Et on lui trouvera, y compris le procureur, des circonstances parce que dans un moment politique très agité, il était très énervé, en gros, je caricature, parce que Jaurès ne voulait pas cette guerre. Vous comprenez? Donc, on peut mourir pour ça. Martin Luther King meurt pour ça. Donc, ce n'est pas un petit concept, la paix. Encore moins la fraternité. La fraternité, ça n'est pas un truc de scout. Ça va ensemble. Frères humains, nous sommes tous frères humains. En gros, si je vais à l'extrême gauche, il n'y a pas que les pauvres et les opprimés qui ont une humanité, les autres aussi. Et si je vais à l'extrême droite, c'est la même chose. Vous comprenez ce que je veux dire? Là, je mets un parallèle que je ne mets jamais, mais seuls les opprimés, il n'y a pas que les opprimés qui ont droit à la paix. Tout le monde a droit à la paix et à la fraternité. Toi, frère humain, et toi, sœur humaine, si j'ai envie de dire. Et c'est profond, mais en fait, on passe pour des idiots, toi et moi, là, à parler de ça, mais j'y crois vraiment. Surtout en ces temps, alors, et surtout quand on s'apprête à évoquer le sujet de ton coup de gueule. J'ai tellement de peine. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai. Moi, je suis un peu sensible aujourd'hui, un peu émotive. J'ai tellement de peine avec le rejet de ce référendum en Australie. C'était un moment unique que les Australiens pouvaient redonner des droits à ce qu'on appelle les peuples autochtones. Il y en a beaucoup, il y en a au Canada aussi, à ces aborigènes. Ils pouvaient redonner des droits, leur donner un siège au Parlement, en tout cas, un droit véritablement d'action dans la vie publique australienne. Ils le méritaient. D'autant que beaucoup de personnalités aborigènes, bon, il n'y a pas que Cathy Freeman, et ça c'est magnifique, quand elle court pieds nus et qu'elle gagne sa médaille d'or olympique, c'est sublime, mais les aborigènes, c'est pas que ça, ce sont des gens qui sont dans la politique, ce sont des gens qui sont dans la médecine, ce sont des gens... Et j'ai tellement de peine que ce référendum ait échoué, parce que j'étais sûre qu'il allait gagner, en fait. Et d'ailleurs, tous les sondages montraient que les Australiens étaient prêts à ça, étaient prêts absolument à réparer. Et en fait, dans la dernière ligne droite, il y a eu tellement une campagne épouvantable des petits nationalistes du coin. Vous savez, on a tous... nationaliste qui est un deuxième occupant, c'est assez, voilà, on a assez tous, grotesque, parce qu'en réalité, le nationaliste, ça devrait être celui des aborigènes. C'est eux qui sont... Voilà. Je suis assez d'accord avec vous. Et en fait, la campagne a été tellement affreuse en réalité. Elle a réussi à tromper les Australiens. Et je trouve que c'est d'une tristesse infinie. Mais il faut que les aborigènes continuent à se battre, comme les Indiens aux États-Unis doivent se battre. Voilà. Et moi, je fais partie des gens, je m'en fous d'être traité de woke, alors je m'en tamponne. Je fais partie des gens qui pensent que nous devons reconnaître absolument les droits à tous ces gens. Quand on reconnaît des droits à des gens, ça n'enlève rien aux autres. Ça n'enlève rien aux autres. Alors oui, je suis woke. Allez, vive le wokisme. Je suis woke et fier de l'être. Voilà. Merci Françoise, et merci à vous d'avoir regardé le 3e numéro de Sans langue de bois, la chronique politique de Françoise Degois. Le média, votre média, est en ce moment en pleine campagne. Objectif, aider au financement des programmes qui nous permettront non seulement d'être diffusés aussi à la télévision dès ce 20 octobre, mais de ne pas y faire seulement de la figuration. Parmi ces programmes, les prochaines éditions de la chronique que vous venez de regarder ou d'écouter, on l'a dit et on le redit, si vous voulez voir exister une chaîne d'information qui regarde la France et le monde d'une manière radicalement différente de celle qui existe déjà dans le paysage audiovisuel français, et si vous voulez voir exister une chaîne d'infos qui respecte et représente ceux qui, dit-on, ne sont rien, soutenez notre campagne de mobilisation de fonds sur KissKissBankBank. Le lien est en description, et vous pouvez aussi cliquer sur le petit i ici en haut. Quant à moi, je vous dis à plus.